On est en pleine production en ce moment, donc au studio Small Bank que j'ai fondé l'année dernière, qui est ma 4e société. On est en pleine production d'un projet qui s'appelle Cinema City, qu'on fait en coproduction avec Arte et Marianne ici présente, ce que je vais vous raconter un peu dans un peu en fait la manière dont on le fabrique. Avant de présenter mon parcours, je voulais savoir parmi vous qui est dans la production audiovisuelle pure et traditionnelle. Levez la main. Ok. Qui est dans le web et des contenus interactifs. Ok. Et qui examine les dossiers pour les sélectionner. J'ai compris que c'était un peu les 3 grands pôles. Ok, d'accord. Donc, pour revenir un peu sur mon parcours, moi j'ai commencé sur Internet en Italie, travailler pour un gros site communautaire d'étudiants. C'était au début, c'était en 2000. Un gros site qui s'appelle Studenti.it et qui avait 1,5 million de membres dans sa communauté. C'était un système d'échange de notes de cours et de notes d'examen, un espèce de Napster pour les étudiants. On avait donc 1,5 million d'inscrits. Et donc moi je m'occupais de développer le site au niveau européen. Ensuite je suis rentré à Paris après des études de droit public, donc rien à voir. Je suis rentré à Paris et j'ai travaillé et j'ai monté un journal papier, un magazine mensuel qui s'appelait TOC, dont j'étais le rédacteur en chef pendant 4 ans, entre 2003 et 2007, qui était assez confidentiel, mais qui a été un moment important pour tous ceux qui ont participé, parce qu'il y a toute une génération qui s'est croisée à ce moment-là pour faire de la presse papier. Et puis ensuite j'ai fait de la production audiovisuelle en partant du web et en allant vers l'antenne, en m'associant avec une comédienne et réalisatrice qui s'appelle Zazou, et avec laquelle on a fait beaucoup de programmes courts pour Canal+, et ensuite pour France 4. J'ai quitté cette société de production, j'ai rejoint un réalisateur dans une autre société de production avec lequel on a commencé à faire, qui s'appelait 5e étage production, avec lequel on a fait du web documentaire et du film d'animation pour Canal+, et un web documentaire avec Coupian qui s'appelait Happy World, Birmanie, la dictature de l'absurde. Et l'année dernière, j'ai fondé un studio transmédia parce que j'ai ressenti en fait la nécessité de développer un outil, un lieu, un collectif, des équipes qui soient totalement tournées vers une production multi-support. J'ai ressenti très fortement le besoin en réalité d'aligner tout un tas de métiers. Donc on a besoin pour faire des projets multi-supports qui sont des projets compliqués, sur lesquels il faut bien le dire on a moins d'argent que pour des projets par exemple plus simples, linéaires, d'antenne, et dans lesquels on doit en fait faire travailler des gens qui sont, à mon sens, et c'est vraiment la plus grande qualité qu'il faut avoir pour mener à bien un projet transmédia, les gens doivent être polyglottes. C'est-à-dire qu'avant, dans la création et les arts créatifs, on avait un très grand alignement où on utilisait un langage, on utilisait un support et on avait un moyen d'expression. On était photographe, on utilisait la photographie et on publiait des livres, on faisait des expos. Pareil pour la peinture, pareil pour la vidéo ou le cinéma, pareil pour la bande dessinée, le dessin, les arts graphiques, etc. Aujourd'hui, on a une opportunité, je pense que pour les créateurs c'est une vraie opportunité. Tout à l'heure, Chloé disait que le développement du transmédia à Caméra Lucida, c'était aussi une façon de donner une deuxième vie au film, et je pense que c'est l'avantage et c'est l'intérêt des œuvres qui sont mises en ligne sur Internet, qui existent, on l'a peu dit aujourd'hui, mais qui en fait arrivent sur un nouveau modèle de distribution, et je pense que c'est la première grande chose qui change dans nos métiers, non pas au niveau de la fabrication, mais beaucoup au niveau de la distribution. C'est-à-dire que distribuer, diffuser un contenu persistant qui n'est pas un moment de diffusion. Aujourd'hui, la mise en ligne, l'aboutissement des projets de production transmédia, quand ils sont mis en ligne, en tout cas qu'il y a une brique Internet, et bien souvent il y a une brique Internet puisque c'est le support dont on se sert pour réunir la communauté, pour engager les communautés, le moment de la mise en ligne n'a rien à voir psychologiquement, artistiquement et économiquement par rapport à ce qu'était avant la diffusion à l'antenne. La diffusion à l'antenne, c'était le moment final, ce vers quoi en fait, on tendait tous nos efforts au terme d'une production. Aujourd'hui, la mise en ligne, c'est le début en fait, de la vraie vie du projet, c'est-à-dire c'est le moment où il va rencontrer son public et ensuite le projet va vivre en ligne, et tous les web documentaires dont on parle aujourd'hui, contrairement à des catalogues classiques de médias qui étaient télédiffusés,
ou portés à l'écran dans les salles de cinéma, c'est que tous ces projets sont en ligne. Tous ces projets, on peut encore les voir. Prison Valley est toujours en ligne. Prison Valley est plus en ligne. Prison Valley est en ligne parce que nous avons négocié une prolongation des droits. Ah, alors, ça, mais bien sûr. En tout cas, c'est la condition pour que Arte continue à le diffuser. Après, quelqu'un d'autre peut continuer à le faire. D'accord, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, mais en général, disons que en tout cas, les projets sont des projets qui peuvent être persistants. Il n'y a plus cette idée de case, il n'y a plus cette idée de diffusion ou de rediffusion. C'est un choix des producteurs et des ayants droit de décider de laisser un contenu sur le web. Ça suppose un entretien. Je pense que, je ne sais pas si aujourd'hui on aura vraiment le temps d'approfondir la question du contenu persistant en ligne, mais enfin, d'un point de vue de la diffusion, de la distribution de nos œuvres et de nos créations change totalement. Donc je voulais vous raconter Cinema City, on est en pleine production, j'ai pas du tout le temps de faire des slides, je suis hyper désolé. On dépose le dossier au CNC pour une aide à la production vendredi prochain, et très franchement, à partir de vendredi prochain, on aura des super slides à montrer, mais pour l'instant, on est un peu en cours de fabrication. Donc, rapidement, si tout le monde voit, Cinema City, c'est un projet qui vous permet de retrouver des extraits de films de cinéma tournés à Paris, dans la ville, à l'endroit même où ils ont été tournés. Donc, c'est un dispositif, une expérience qui vous permet de vous immerger dans les décors des films et de retrouver les films de patrimoine dans la ville. Donc, on a un dispositif de data géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va géolocaliser les données et dont l'expérience on va dire le climax, c'est d'être piéton dans la ville, de parcourir la ville avec son téléphone portable et de pouvoir redécouvrir ou découvrir tout un tas de films qui ont été tournés dans la ville, depuis Les Frères Lumière jusqu'à aujourd'hui. La grande question, évidemment, qui se pose par rapport à ce projet, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce que les utilisateurs puissent faire cette expérience. On a besoin d'écrire un parcours, une chaîne de valeur, une expérience utilisateur, et donc on construit les architectures transmédia sur ces expériences utilisateurs. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait que l'expérience utilisateur était vraiment un point cardinal pour la construction des projets transmédia, c'est totalement vrai. Donc, dans Cinema City, on a un site internet qui est un site responsive. Est-ce que vous êtes sensibilisé à la dimension responsive du web design, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, en fait, on ne développe qu'une seule fois le site et il s'adapte à la taille de l'écran, et donc, en fait, quelle que soit la taille de votre écran, vous pouvez utiliser le site depuis l'écran desktop traditionnel jusqu'au smartphone. Donc on a un site internet qui est un site internet en français, anglais et allemand. L'idée, un des grands enjeux de Cinema City, c'est que c'est une expérience qui se fait à Paris, mais qui est destinée à tout le monde. C'est-à-dire, il ne faut pas... donc on part d'une expérience utilisateur de quelqu'un qui va venir, par exemple, à Paris, qui ne connaît pas la ville, qui n'est pas du tout familier avec la géographie de Paris. Et donc, on essaie d'anticiper un maximum de parcours utilisateur. Donc, admettons, vous vivez à Séoul, vous avez l'intention de venir en couple à Paris pendant une semaine, vous avez une adresse, l'adresse de votre hôtel, et à partir de l'adresse de votre hôtel, en fait, vous allez pouvoir accéder à Cinema City, vous repérer dans la ville par rapport à votre point d'arrivée, à votre point d'ancrage, et comprendre tout ce qui va pouvoir se passer à partir de là où vous allez venir. Et il faut qu'on arrive à faire un contenu qui s'adresse aussi bien aux Parisiens qu'aux étrangers, et aux gens qui connaissent et aux gens qui ne connaissent pas la ville. Donc, on a un site internet dans lequel, très schématiquement, on place les extraits des films dans la ville. En fonction de ces extraits, on construit des balades. Donc, chaque extrait de film est comme une étoile. Les balades, c'est des constellations. On fabrique et on construit des parcours pour que les gens puissent découvrir la ville à travers des extraits de cinéma, soit autour de monuments, soit autour de thématiques, soit autour de films, etc. etc.
vous pouvez préparer votre séjour sur le site internet, mémoriser les balades que vous avez l'intention de faire, et quand vous allez ensuite télécharger l'application mobile, l'idée c'est que les balades que vous avez prévu de faire au niveau du site, vous puissiez directement télécharger les médias, synchroniser en mode offline tous les médias que vous avez l'intention de regarder quand vous serez dans Paris comme piéton, pour éviter les problèmes de roaming. Donc, le parcours utilisateur, c'est aussi s'interroger sur les usages, c'est aussi essayer d'anticiper tout ce que les publics peuvent vivre comme frein technologique. Là, l'accès au réseau pour les étrangers est un vrai problème, puisque s'il n'y a pas de Wi-Fi, en réalité, personne ne se connecte quand on voyage à l'étranger. Il y a un vrai problème de ce point de vue-là, qui est un problème social et politique, mais qui n'est pas réglé pour l'instant, donc il faut qu'on fasse avec. Donc, vous synchronisez directement dans votre smartphone les extraits des films pour pouvoir faire votre balade en toute autonomie sans dépendre de l'accès au réseau. Et donc là, on a pris l'utilisateur chez lui, on va dire. Ça, c'est l'outil du piéton, c'est ce qui va vous permettre de parcourir la ville et de découvrir les extraits des films. L'idée, évidemment, étant de créer un cercle vertueux avec les plateformes VOD, c'est-à-dire que de l'extrait du film, on veut soutenir les nouveaux usages de consommation du cinéma à travers la consommation de la VOD. Donc les extraits des films qu'on a sont liés à des accords de partenariat qu'on a avec des plateformes VOD. L'expérience est gratuite pour tout le monde, c'est jamais payant. On verra ensuite après le tour de table financier, comment le projet est financé. Une fois qu'on est dans l'espace physique, le problème, c'est que tant qu'on est dans la culture de l'écran, c'est facile, enfin c'est facile, c'est toute une histoire d'arriver à engager des communautés, à toucher les gens qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par ce type d'expérience. Quand on est dans la rue, on est un peu démunis, il n'y a pas des écrans dans la rue qui nous permettraient etc. Donc on développe un troisième support transmédia, qui est un journal mural, un Dazibao, et qui va permettre d'être le relais de Cinema City dans la rue pour qu'on sensibilise les piétons sur le fait qu'à proximité, il y a plein de films à regarder, ils peuvent télécharger l'application, etc., etc. À l'intérieur de Cinema City, il y a non seulement des films de patrimoine, mais il y a aussi des créations, c'est-à-dire des fictions qu'on produit, qui sont des nouvelles écritures transmédia, où on demande à des jeunes réalisateurs émergents de faire une sorte de série de 5 épisodes de 2 minutes qui permet, donc qu'il y ait une histoire, contrairement aux extraits qui sont des extraits de films liés au lieu. Là, c'est des réalisateurs qui vont écrire des fictions qui vont intégrer dans la narration l'espace urbain. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir raconter comme un court-métrage, mais en épisode, une histoire qui dure 5 fois 2 ou 5 fois 3 minutes, où chaque épisode, pour passer d'un épisode à l'autre, je dois me déplacer comme piéton de 300 mètres, par exemple. Et comment est-ce que dans l'écriture, les réalisateurs vont intégrer la dimension physique de cette expérience, qui est nouvelle, et comment est-ce qu'on va immerger le spectateur piéton dans un univers de fiction, alors qu'il est lui-même dans le décor de cette fiction, et qu'on peut jouer à l'infini sur la porosité entre la réalité et la fiction, puisque le spectateur lui-même se déplace dans le décor. Voilà, donc ça c'est des territoires qui sont évidemment passionnants à explorer, mais donc là le journal mural, je ne vous le détaille pas, mais grosso modo on apprend des choses sur le quartier qui doivent être étonnantes même pour les gens du quartier, c'est-à-dire qu'on l'idée c'est de découvrir des choses du quartier qu'on n'aurait pas dans l'application Cinema City. Et ici, on découvre les liens entre le quartier et le cinéma, évidemment des anecdotes sur les tournages des films qu'on aura référencés dans le quartier, etc. Enfin, en tout cas, une expérience de lecture qui soit un peu étonnante et un peu surprenante. Et puis, l'ensemble intègre un tutoriel qui permet aux gens de les accompagner dans le fait de télécharger l'application, de faire les balades, etc. etc. On accompagne donc l'utilisateur dans son usage, et il faut rendre l'usage le plus simple possible
Si on y arrive par l'interface, comme c'est le cas pour Alma, c'est merveilleux. Si on y arrive par une prise en main, step by step, de tout ce qu'il faut faire, c'est aussi une autre méthode qui aujourd'hui est tout à fait valable. Donc, l'idée des fictions balades, c'est aussi l'idée ici d'engager la communauté des cinéastes, puisqu'on va faire un appel à projet, pour que les gens proposent des balades, des fictions balades dans Paris. Et donc on attend le lancement pour faire cet appel à projet. C'est une manière d'engager la communauté des réalisateurs émergents. Et c'est aussi une manière de laisser dans le dispositif transmédia que les choses surviennent après le lancement, après la mise en ligne. La mise en ligne n'est pas l'aboutissement du projet, la mise en ligne est une étape du projet. Et en général, à partir de la mise en ligne, s'engage le dialogue avec les communautés. On a tout un tas de dispositifs pour engager des niches et des communautés très variées qui peuvent être intéressées par le projet Cinema City. L'idée, évidemment, c'est de ne pas proposer quelque chose de fini, mais quelque chose d'abouti en cours de construction et qui attend les usagers, les utilisateurs pour être ensuite co-construit, co-créé avec nous. L'idée, c'est de mettre à disposition aussi un outil. Très rapidement, au niveau du workflow et de comment on s'organise. Alors, je pense pas avoir le temps forcément de rentrer dans les détails de tous les postes, de l'équipe, etc., etc. Pour moi, il y a les idées principales. En tout cas, d'expérience, on apprend beaucoup en faisant des énormes erreurs gigantesques. D'expérience, j'ai tendance maintenant à passer beaucoup de temps en développement. Vraiment, le développement est un moment de temps long qui mêle de l'innovation, de la recherche et du développement, qui mêle en réalité des démarches et des initiatives qu'on peut avoir de manière très créative, très libre, et qui sont un peu affranchis des critères de planning et des critères financiers. Et ça, c'est la responsabilité des productions. On dit, nous, très facilement, je discutais la semaine dernière avec d'autres, des entrepreneurs de l'économie collaborative, qui ont vraiment pris l'habitude de consacrer 20% de leur temps et 20% du temps des équipes à faire des choses qui ne sont pas forcément dans des buts lucratifs, etc. On considère, enfin dans ce moment, on essaye d'organiser notre temps pour justement avoir toujours un peu d'oisiveté, c'est-à-dire c'est du travail, mais c'est pas du travail qui tend à la production, c'est du travail qui tend à la création, à l'innovation. Et forcément, si on ne passe pas par la case on se trompe, on n'innove pas. Si on essaie d'être dans les marques et dans les pas d'autres projets qui ont déjà réussi, alors on est dans la standardisation, ce qui est une très bonne chose, mais ce n'est pas exactement ce qu'on fait. Donc le développement, c'est un temps long, la production, c'est un temps très court. Moi, j'ai tendance à penser que la production doit être extrêmement intense. En réalité, le taux de financement des projets par rapport à leurs besoins est souvent assez rock'n'roll. Je pense que c'est classique de la part des producteurs de considérer, enfin, je ne sais pas, moi dans mon expérience, qu'on n'a jamais vraiment assez d'argent pour faire. Moi je considère que pour faire bien, il faut faire vite. Alors c'est pas forcément quelque chose qui peut s'appliquer à tout, mais d'expérience, si on prend trop de temps en production, avec un budget limité, on épuise les équipes, il vaut mieux qu'elles s'épuisent dans l'intensité plutôt qu'elles s'épuisent dans la durée, enfin, de mon expérience. En tout cas, c'est plus sympa. Tu peux les appeler. Ouais. Non, mais en tout cas, dans l'intensité, il y a quelque chose de grisant. Hein, on s'épuise. Non, mais on s'épuise. On s'épuise avec le sourire, mais on s'épuise dans l'intensité, c'est-à-dire on a une date de rendu, on ne bouge pas la date, on y va à fond, et je pense que c'est mieux que d'avoir une prod qui dure 18 mois où tout le monde est mal payé. Voilà. Là, Cinema City, on le fait dans un temps extrêmement court, on ne réfléchit pas par rapport au temps dont on a besoin, on réfléchit par rapport au temps qu'on a, et je pense que tout le monde vit, en fait, un peu comme sur un tournage, tout le monde vit le moment d'excitation créative, collectif, et là ça va, les équipes sont à peu près bien, on verra dans quelques semaines, mais pour l'instant les équipes sont hyper à fond. Il y a des compétences globales qui reviennent toujours, c'est la direction artistique et le graphisme. Je pense que c'est les premiers polyglottes, c'est les premiers dans nos équipes
qui savent faire le lien entre différents supports, qui ont appris, même s'ils viennent du print ou s'ils viennent du web, qui ont appris à décliner leur métier sur différents supports parce qu'ils utilisent la même grammaire, même si les techniques sont différentes. C'est les graphistes et les directeurs artistiques qui peuvent piloter des changements de mentalité dans les équipes parce qu'ils ont cette culture-là. L'image est déjà par essence, travailler l'image ou l'identité, c'est par essence quelque chose qui est très transmédia. Ils seront vos alliés dans la conduite de projets compliqués. Je pense qu'il y a une notion qui est très importante qui nous vient des États-Unis et des productions de la côte ouest, qui est la notion de showrunner. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des showrunners? Le showrunner dans les séries télévisées, je suis capable de faire un peu d'orthographe à showrunner, donc je me méfie moi-même. Le showrunner, dans les séries télévisées, par exemple, Aaron Sorkin est le showrunner de La Maison Blanche. Par exemple, évidemment, j'en ai pas d'autres qui viennent à l'esprit. Breaking Bad, le showrunner, c'est un génie. C'est un génie, le showrunner, voilà, c'est ça, exactement. En fait, le showrunner, c'est le chef d'orchestre. C'est indispensable. Pour moi, le concept de showrunner dans un projet transmédia, qui peut être pris traditionnellement par le producteur ou par le réalisateur, ça dépend totalement du profil de ces deux profils-là. Si on est un producteur très éditorial et technique, être showrunner, c'est totalement faisable. Si le réalisateur lui-même est très polymorphe, je ne sais pas si vous avez, par exemple, Terry Gilliam sur Don Quichotte, qu'on n'a jamais vu, mais on voit bien son travail dans Don Quichotte 5. C'est bien, 5 minutes. Dans Don Quichotte de la Mancha, c'est comme ça que ça s'appelle Lost in la Mancha. Dans Lost in la Mancha, on voit bien comment Terry Gilliam, avant même de tourner son film, l'avait déjà totalement dessiné, totalement pensé. Il a l'étoffe d'un showrunner. Le showrunner, en réalité, il coordonne l'ensemble des supports. Il coordonne le projet sur tous les supports et il y a des figures qui sont vraiment très importantes. Il y a le DA, qui est lui aussi, qui a une vision multi-support. Moi, dans mon expérience personnelle, des métiers du web, nous vient un métier hyper important qui est le chef de projet fonctionnel. Ce chef de projet fonctionnel, c'est un profil qui, lui aussi, fait bien l'articulation entre les intentions artistiques, éditoriales d'un projet et la manière dont ça va être décliné techniquement. C'est aussi, le chef de projet est un interprète pour les équipes techniques. Et ici, le Dir Prod, moi, par exemple, sur Cinema City, évidemment, pour la fiction balade, on a utilisé une équipe de fiction tout à fait classique, de court-métrage, on va dire. On était une équipe de 15 personnes. La directrice de production, sur Cinema City, je l'ai énormément sensibilisé en fait, aux autres supports qu'on était censé servir, à la manière dont, et évidemment le réalisateur aussi, à la manière dont la fiction balade devait intégrer l'espace urbain dans la narration. Je pense que les directeurs de production et les directrices de production sont dans nos équipes ceux qu'il faut aussi sensibiliser vers le côté multicasquette. Il faut qu'ils apprennent à pouvoir décliner, en tout cas faire travailler d'autres métiers que les métiers classiques de l'audiovisuel. Et ensuite, on fonctionne un peu plus par silo. Ensuite, plus on se rapproche du support, en fait, et plus les techniciens en fait, et ça va jamais être un problème pour le projet, plus les techniciens vont être sur leur support, sur leur technique, sur leur métier. Pour moi, c'est pas du tout un problème, au contraire. Je pense que pour faire bien tous ces supports différents, à un moment donné, il faut des professionnels, des seniors, mélanger des seniors et des juniors. Enfin, tout le monde ne doit pas être multicasquette et tout le monde ne doit pas savoir tout faire. Ceux qui doivent être polyvalents, pour moi, c'est vraiment le showrunner, que ce soit le réalisateur ou le producteur, et ensuite les métiers artistiques, chef de projet fonctionnel et directeur de production pour tout ce qui est image et gestion de l'image. Ça, c'est les cadres intermédiaires qui vont parler ensuite au chef de poste en dessous. Et au final, on arrive, dans Cinema City, on arrive à une 35 métiers différents
Il y a des gens qui ignorent, et je crois que c'est normal, sinon on les épuise et on passe notre temps à faire on est des télévangélistes, quoi. Ils ignorent un peu quand même les autres supports, qu'est-ce qui se passe dedans, parce qu'ils sont là pour faire bien leur taf, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais il faut qu'il y ait vraiment un petit noyau, un petit cercle qui mélange des compétences éditoriales, techniques et artistiques, qui ait une vision générale, vraiment une overview du projet. Je pense que c'est vraiment très important. Et ça ne peut pas être simplement le réalisateur ou le showrunner. Une dernière chose, parce qu'il doit me rester 42 secondes, une dernière chose, le fait que les projets transmédia soient persistants, ou en tout cas qu'ils aient une vie longue par rapport à la vie de la diffusion classique, fait que le choix des gens avec lesquels on fait comme ça un chemin qui va être très long, c'est un choix qui est vraiment qui n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il faut des gens, c'est un sprint et un marathon en même temps. David Dufresne, l'auteur de Prison Ballet, le jour où on lui a demandé jusqu'à quand il ferait la modération sur Prison Ballet, il a dit jusqu'à ma mort. Mais je crois qu'il a raison et que c'est comme ça les projets transmédia, c'est-à-dire qu'il l'a dit vraiment, et je pense qu'il va le faire. Voilà, Tristan sur Happy World, il va le faire aussi jusqu'à sa mort. Donc les auteurs transmédia, ils doivent comprendre qu'on est dans des projets qui ont une vie très longue et qu'il faut aussi les penser dans le temps long et pas simplement dans le temps court. Voilà, pour finir, non, ah ouais, juste pour finir, deux notions un peu clés, on n'en a pas du tout parlé. Moi j'ai tendance à recommander, au niveau du développement des projets transmédia, j'ai tendance à recommander de les porter en tout premier sur les plateformes de crowdfunding. On n'en a pas parlé aujourd'hui, vous connaissez KissKissBankBank, Ulule, Kickstarter. C'est des plateformes qui aujourd'hui, les professionnels se tournent vers ces plateformes. Moi je pense que je vous sollicite vraiment, enfin je vous encourage à le faire. Allez d'abord sur le crowdfunding, ça vous permet donc d'avoir une communauté, ça vous permet d'avoir aussi de l'argent, ça vous engage et ça commence à faire travailler le projet auprès d'un public. Ensuite, vous pouvez passer bien sûr par la case CNC. Je pense que le crowdfunding avant CNC c'est une bonne chose. Une fois que vous avez ces deux cases en développement, vous êtes protégé éditorialement. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à avoir un diffuseur et que vous voulez vous tourner vers des fonds privés, vers des marques, des sponsors, du brand content, etc., ce qui est quand même une grande vérité de notre quotidien, je vous recommande chaudement de le faire après avoir au moins tenté ces cases-là qui sont ici la légitimité d'un public qui vous attend. Et donc quand vous arrivez et que vous demandez de l'argent à une marque, il y a moins d'emprise éditoriale, il y a déjà un public. Et ici, il y a un label public de qualité qui va être une digue éditoriale par rapport au financement à suivre. Voilà, j'ai fini. Parce que, ouais, super, voilà. Merci Pierre. Est-ce que vous... Oui, ah, sur le financement de Cinema City. Alors, dans le financement de Cinema City, il y a Arte, il y a le CNC. Pour l'instant, en développement, on dépose la demande d'aide à la production la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est tout. C'est un choix qu'on a fait de restreindre dans un premier temps et jusqu'à la mise en ligne le financement à il n'y a que des, je ne sais jamais comment dire, des institutions publiques. En tout cas, c'est que des fonds publics. On a la mairie de Paris qui est avec nous partenaire. Et donc qui nous aide à mettre en place, et on en a besoin sur le territoire, qui nous aide à mettre en place Cinema City, et on a le Forum des images qui est là aussi, ainsi que les plateformes VOD, pour l'instant, Univers Ciné, Arte VOD et France Télévisions Plus depuis 48 heures, donc on est très heureux. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible avec des fonds publics, d'abord parce qu'on veut proposer une expérience gratuite, ouverte sur les deux plateformes, iOS et Android, et que plus on va loin avec l'argent public, et plus ensuite, si on a des besoins de financement complémentaires, plus on est solide dans notre capacité en fait à rester nous-mêmes et à affirmer Cinema City comme étant un projet qui vient d'abord et avant tout de fonds publics, voilà, qui s'adresse au grand public. Et le lancement d'appel à projet? Le lancement d'appel à projet, c'est pour normalement, on va dire, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui. Mais non, l'appel au projet, il est lancé un peu avant.
le temps d'écrire et tout. Non, mais c'est quelque chose qui est postérieur à la phase de lancement. En fait. C'est postérieur à la phase de lancement. Décalé de la phase de lancement. Exactement. C'est postérieur à la phase de lancement. Merci Marianne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce sera un atelier. Alors, et l'atelier d'écriture, l'idée c'est qu'en fait, on va faire aussi avec le climat, puisque c'est une activité de plein air, Cinéma City. Il fait moche à Paris l'hiver, on va en profiter pour créer, pour faire des ateliers d'écriture, pour produire des fictions, et on va attendre les beaux jours pour les mettre en ligne, les fictions malades. Voilà. Comment vous avez géré les droits sur les extraits de films là? Alors, sur les extraits de films, c'est une super idée qui vient d'Anne Cradel d'Arte, qui travaille sur la question des droits VOD. L'idée, c'est qu'en réalité, on lit chaque extrait à un lien vers la VOD. Ce lien, normalement, il a un modèle économique, c'est un lien d'affiliation. Normalement, on prendrait une commission, on renonce à cette commission pour faire un parcours en réalité où il n'y a pas d'argent. Donc c'est des parcours sans argent. La plateforme VOD nous cède, nous fait une cession des extraits pour un usage non commercial dans le cadre de la promotion de la plateforme et des usages où nous, on ne paye rien, personne ne paye en fait. Voilà. Et donc, pour faire la promotion des plateformes VOD, ils nous permettent de mettre des extraits qu'on peut voir dans le décor de la ville, en ligne, qui renvoie directement vers la version VOD du film. Donc vous avez un catalogue qui est restreint, du coup? On a un catalogue qui est restreint, mais ce qui est merveilleux d'un point de vue de l'écriture, en tout cas éditorialement, ce qui est intéressant, c'est que le corpus de films qu'on a dans Cinéma City, c'est une chose, les extraits qu'on prend et la manière dont on les met dans la ville, et la dose de poésie, d'étonnement, de surprise, enfin, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que c'est pas le corpus de films de Cinéma City ne se résume pas au catalogue des films qu'on a. Il est aussi une manière de sublimer des extraits, enfin de superposer la ville et le cinéma. Et je pense que ça va être, enfin, je l'espère, le supplément d'âme de l'expérience. Voilà. Mais l'idée, évidemment, c'est que tout ça est un processus qui sera toujours work in progress. Les ayants droit pourront toujours venir nous proposer de mettre en place leurs extraits. Et nous, quand on n'a pas les droits sur les extraits, on fait de toute façon des fiches de films où on met des screenshots. Et ce sera pour nous la meilleure manière ensuite de démarcher des ayants droit en leur disant regardez, on permet aux gens de faire un chemin, une balade à travers vos extraits. Pour l'instant, on met que des images arrêtées du film. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de mettre des extraits vidéo? Marie? Moi j'avais une question, vous parlez de quelque chose que je trouve très intéressant, qui est une vraie problématique dans les médias, qui fait que là ce que vous créez aujourd'hui a une vie bien plus longue, on va dire, sur les médias qu'un film, bien que les films peuvent rentrer dans les classiques, être regardés, conseillés, rediffusés. Moi ce que je me demande aussi, c'est sur ce type de projet, que je trouve très intéressant, comme vous l'avez dit, il y a aussi une évolution technologique qui va arriver dans le temps. Et est-ce que ça, on peut commencer à l'apprendre dès le départ, par exemple, l'idée de pouvoir déclencher le film parce qu'on va recevoir une notification ou parce qu'on en a simplement envie, ou comment ça pourra évoluer, par exemple, avec des technologies comme la réalité augmentée ou ces choses-là. Est-ce que c'est intégré dès le départ la réflexion? Est-ce qu'on se laisse des portes ouvertes quand on scénarise quelque chose dans une série, ou est-ce qu'on se dit, bah, dans une vidéo? Ah bah, tout ça à la fois, mais on se dit ce sera dans une des deux, mais sans la mettre sous le tapis. Alors, la réalité augmentée, il y a aussi la juste dose de technologie. C'est-à-dire que nous, on propose un usage, on propose une expérience physique. Plus la technologie est en pointe, moins les gens sont équipés, plus le public est restreint. Donc il faut qu'on trouve, c'est vraiment un ciseau. Donc par exemple, la réalité augmentée qui pourrait vraiment être quelque chose de tout à fait génial d'un point de vue d'expérience, on sait que ça restreindrait totalement le public. D'abord, c'est très cher. Et donc on a aussi dosé l'argent qu'on mettait, parce qu'on compte l'argent quand même. Donc on a dosé l'effort sur la technologie. On veut que la technologie soit un outil, pas une fin en soi, dans Cinéma City. On a pensé à la réalité augmentée parce que c'est un dispositif qui est fascinant. Ce sera sans doute plus simple quand il y aura la 4G, c'est-à-dire que la technologie ira... Le surplus de technologie ira avec un surplus d'accès au réseau. Pour l'instant, le réseau de la 3G, par exemple, ou le réseau du Wi-Fi de la ville de Paris n'est pas suffisamment costaud pour encaisser un trafic en réalité augmentée. Donc, on attend que la technologie et les débits soient en phase pour créer des usages, pour massifier les usages. Mais en gros, le transmédia implique
vraiment sur le début de la réflexion, d'intégrer le fait que, c'est ce que disait Marianne, je crois, tout à l'heure, que les usages vont évoluer, et donc on est quand même obligé de le garder en mémoire. Bien sûr, totalement. En fait, que le projet soit viable, c'est juste... C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de créer un outil et à partir de cet outil, de mettre du contenu, un contenu qui soit innovant, sachant que cet outil doit pouvoir évoluer, évoluer aussi avec les demandes des utilisateurs, et il doit pouvoir aussi accueillir de nouveaux contenus. Donc aujourd'hui, on imagine une plateforme, techniquement, on imagine une plateforme évolutive. Ça ne veut pas dire qu'on a pensé à toutes les étapes qui vont venir, parce que justement, on le laisse aussi au hasard et à la fécondité des relations qu'on pourra avoir avec les communautés et les feedbacks des utilisateurs. Mais effectivement, on n'insulte pas l'avenir, au contraire, on crée les outils les plus ouverts possibles pour qu'ils puissent accueillir les évolutions, le plus d'évolutions possible.